Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Et puis, je remercie Georges pour cette invitation et d'avoir pensé à mettre l'éducation et la formation dans la discussion. C'est, à mon avis, assez important et je vais vous expliquer déjà tout de suite pourquoi. Si on réfléchit bien, les gens qu'on est en train de diplômer en ce moment, ils auront 60 ans en 2050. Donc c'est eux qui vont être en première ligne pour affronter tous les défis qu'on a listés au cours de ces 2 jours. Et ce n'est pas des petits défis, hein, je pense que tout le monde a compris les difficultés. Donc on n'a pas vraiment le droit de se planter. Si on ne leur a pas donné les outils intellectuels pour être capable de travailler et d'essayer de trouver des solutions à tous ces défis-là, le 21e siècle ne va pas être drôle du tout. Voilà. Alors, nous, à notre âge, on n'en verra qu'un petit bout, donc c'est un peu moins grave, mais quand même, on sent bien qu'il y a quelque chose d'important. Alors, on a eu une très bonne présentation ce matin de Raoul qui a rappelé ce que c'était qu'un projet minier. Et donc, bon, j'ai pris un titre un peu provocateur. Hein. J'ai dit que le géologue devait être le chef d'orchestre des projets miniers. Donc, on va essayer de vous expliquer d'une première façon pourquoi je pense que c'est vrai. Donc, un projet minier, ça commence par de l'exploration. Donc, il faut trouver le gisement. Voilà. Alors ça, c'est vraiment, comme l'a expliqué Michel, le travail du géologue. C'est de la géologie dans toute sa beauté, dans toute sa classe, dans toute son élégance, tout ce qu'on veut. Il faut trouver le gisement. Le deuxième stade, c'est l'estimation, c'est ce qu'a trouvé le géologue, est-ce qu'on va vraiment pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Alors, bon, ça c'est la phase qui change le plus, parce qu'évidemment, on prend de plus en plus de paramètres en compte dans cette phase d'estimation. La troisième phase, c'est l'exploitation. Alors, il faut construire la mine, puis ensuite on exploite, donc on sort le caillou, hein, et puis après, on va le mettre dans l'usine de traitement jusqu'au moment où on va faire un concentré à partir duquel on va faire le métal. Et puis, ce qui s'est rajouté plus ou moins récemment dans le projet minier, c'est qu'après, il faut remettre à peu près tout ça en état. Et quand on veut faire bien les choses, il faut surveiller ça à long terme. Voilà. Et à long terme, honnêtement, on ne sait pas jusqu'à quand, hein, parce qu'on commence de le faire simplement. Je ne sais pas s'il y a déjà des endroits où on a vraiment fait la surveillance et puis on a dit, bon, ça y est, maintenant c'est terminé, on n'a plus besoin de surveiller. Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire ça. Voilà. Évidemment, il faut faire tout ça en plus dans un monde où il y a du monde, voilà, où il y a des gens qui habitent, effectivement. Il y a de moins en moins de mines en plein désert, puis en plein désert, il y a quand même toujours quelqu'un. Et puis s'il n'y a pas d'humains qui vivent, eh bien, il y a quand même un milieu naturel, et on a commencé à comprendre que le milieu naturel, il fallait aussi le protéger. Alors, il y a quand même quelque chose qui est commun, et c'est pour ça que le géologue joue un grand rôle. Dans tout ce process, il y a le minerai et le stérile. Et ça, c'est commun à tous les épisodes. Alors, on va le voir de différentes façons tout au long du processus. Quand on est l'exploration, ben, le minerai et le stérile, là, ils sont encore mélangés. Le minerai et le stérile, c'est une formation géologique, avec son histoire, avec un contexte géodynamique, avec des conditions de pression, température. Quand on est dans la partie estimation, quand on est au niveau le plus simple de l'estimation, c'est des teneurs, le caillou, c'est des teneurs et des tonnages. Voilà. Alors c'est un peu plus compliqué que ça maintenant, mais c'est au moins ça. Quand on est dans la phase d'exploitation, eh bien là, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est les propriétés mécaniques. Voilà. Donc, quel type de galerie on va pouvoir creuser, quel comportement à l'explosif va avoir le matériau, on fait une exploitation à ciel ouvert, quel type de gradin on va pouvoir tailler là-dedans. C'est toujours le même caillou, mais on ne le regarde pas de la même façon. Le traitement de minerai, on change un petit peu. On va d'abord regarder comment ça peut se broyer, puis ensuite c'est des propriétés minéralogiques, des propriétés physico-chimiques, des propriétés de surface. On s'y est pas intéressé jusque-là, mais c'est toujours le même caillou qu'on regarde avec un autre œil. Et puis quand on est dans la phase de remédiation et de surveillance, eh bien là en général, si on a bien travaillé, on a enlevé le minerai, alors il en reste toujours un petit peu. Et puis on a quoi? On a un tas de gravier. Bon, c'est toujours un caillou, hein, fondamentalement, un tas de boue. Et puis par contre là,
Le caillou, ça devient en général une source d'acidité, une source d'éléments polluants, etc. Voilà. Alors, donc finalement, le géologue a toujours quelque chose à dire à toutes les étapes. Il peut comprendre toutes les étapes. Il n'y a rien de difficile dans toutes ces étapes-là. Donc, puisqu'il intervient tout le temps, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas lui le chef, hein, tant qu'à faire. Si ça se trouve, il fera aussi bien que tous les autres. C'est d'autant plus important que le projet minier s'est souvent construit de façon très séquentielle, enfin s'était construit de façon très séquentielle, avec l'intervention d'une succession de spécialistes, voire de sous-spécialistes. Voilà. Et puis il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette tout ça en musique, qui organise tout ça. Et comme on commence à comprendre que finalement, ce qu'on a décidé au moment de l'exploitation, ça va avoir des conséquences très importantes sur la surveillance à long terme, tout ça doit être un projet global et intégré. Et le géologue, alors je vous montrerai pourquoi pour une autre raison, il est plutôt bien armé, je pense, pour faire un petit peu tout ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, Michel en a déjà parlé, des nouveaux outils qu'on a à disposition dans les projets miniers. C'est absolument considérable. D'abord, on a énormément de données, on a énormément de mesures, on a des capteurs surtout, et des fois même n'importe quoi. Une installation minière qui est moderne, vous savez tout le temps au mètre près où sont les camions, vous savez tout le temps combien il y a de tonnes dans le camion. Si le conducteur du camion va boire un coup au bistrot, ça se voit tout de suite, et il y a une petite... voilà. Donc tout ça, c'est parfaitement contrôlé, et il y a des mesures partout. Et en plus, toutes ces informations, elles sont regroupées en temps réel, elles vous arrivent dans une représentation en 3 dimensions. Ça change complètement, évidemment, la façon de travailler. Alors, il y a un truc aussi qui est un progrès. Alors, un progrès, j'en sais rien. Moi, géologue, je trouve que c'est pas si mal. On a beaucoup moins besoin de s'occuper des équations. Voilà, beaucoup moins. Parce que le logiciel, il fait ça très, très bien. Il fait même ça beaucoup mieux que moi. Il ne se trompe pas. Et en plus, il n'a même plus besoin de simplifier. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a notre système d'équations dérivées partielles. Ça, en général, on sait le faire, c'est assez simple. Puis après, comment on résout ça ? Si on voulait résoudre de façon analytique, on ne savait résoudre que les problèmes très simples. Donc voilà, les sphériques dans le vide, enfin voilà, des choses comme ça qui évidemment n'existent pas dans la nature. On n'a plus besoin. Tous ces systèmes sont résolus de façon numérique, ils sont résolus de façon exacte. Et si ça ne marche pas, c'est pas grave, on rajoute des mailles. Et comme la puissance de calcul augmente, on arrive à résoudre le problème. Donc ça, c'est quand même une différence majeure dans la façon dont on a à traiter les problèmes. Et on peut consacrer toute l'énergie, toute l'intelligence qu'on mettait dans ces problèmes, qui étaient des problèmes mathématiques compliqués, à faire autre chose. Alors par contre, ça décale les compétences qui sont nécessaires. Michel, je l'ai vu dans ses transparents, mais il n'en a pas parlé. On a une espèce de révolution dans l'enseignement, j'y reviendrai tout de suite, qui est beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus fondamentale que de parler de MOOC. C'est de passer d'une description de nos enseignements en forme de savoir, on passe à une description sous forme de compétences. Et ce n'est pas du tout simple. On peut le faire, on peut l'habiller comme ça très facilement. Je vous garantis, quand on réfléchit sur le fond, à ce que ça veut dire, c'est une véritable révolution dans l'enseignement, et ça va prendre un certain temps d'arriver à faire ça. Donc, nouvelle donnée, les modèles, les calculateurs les plus intelligents qu'on ait ne valent que parce qu'on met dedans. Et donc, il faut travailler énormément sur la qualité des données, leur vérification, la stratégie d'échantillonnage. Alors ça, c'est des cours qu'on faisait depuis longtemps, l'échantillonnage. C'est devenu beaucoup, beaucoup plus important. Quelles données ? Où est-ce qu'on va mettre les capteurs ? Voilà, ça, c'est intéressant comme problème. C'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de résoudre toutes les équations qu'il y a derrière. Comment on optimise la distribution des capteurs pour avoir les meilleures informations possibles ? Comment je modifie la position des capteurs en fonction des nouveaux événements ? Voilà, ça, c'est intéressant. Ça, c'est nouveau. Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces données ? On en a beaucoup. On ne peut pas les traiter toutes une par une. Donc, forcément, on fait quoi ? On fait des statistiques. Donc ça, c'est une discipline qui est devenue de plus en plus importante. Et on le fait simplement. De nouveau, on a des logiciels pour faire ça. Donc on peut se consacrer non pas à
essayer de traiter les statistiques, comme moi, quelques-uns d'entre nous, on a appris. Moi, j'ai appris à faire les statistiques avec des tables et des dessins qu'on faisait à la main. Voilà. Maintenant, le logiciel fait ça très très bien. Donc le problème intéressant, c'est comment je choisis la bonne loi statistique qui va bien représenter mon phénomène. Et puis alors après, évidemment, on a encore ce paquet de données. Comment je sors la donnée et l'anomalie, la donnée pertinente? Là, de nouveau, il faut réfléchir. Et alors, on se retrouve avec un problème assez intéressant. On a plein de mesures, plein de logiciels. Ils font des trucs un tout petit peu différents, mais normalement, ça doit donner la même image du fonctionnement. Et c'est une discipline, la réconciliation. Comment je fais pour vérifier que mon machin, il marche? Je vois ce que j'exploite, je compte les camions, je compte ce qu'il y a dans le camion. OK, j'ai une donnée. Ensuite, à l'entrée de l'usine de traitement, il y a encore un truc qui compte. Et puis, à la sortie de l'usine de traitement, il y a encore un truc qui compte. Voilà. Et puis après, je fais des piles de déblais. Puis, je peux mesurer le volume de ces piles de déblais. Est-ce que tout ça, c'est cohérent? Si ce n'est pas cohérent, comment je fais pour en tirer une information? Donc ça, c'est quand même des problèmes qu'on faisait toujours, mais qui deviennent plus intéressants à faire. Et puis, il y a un nouveau métier qui est apparu. Alors, Michel a raison de dire, les pétroliers sont toujours en avance. Les pétroliers, explicitement, ont dit « Nous avons un nouveau métier dans notre compagnie pétrolière, c'est l'archivage des données, leur pérennisation. Comment je fais pour garder tout ça ?» Voilà. J'ai plein de données. Évidemment, je ne vais pas tout stocker. Comment je trie les données? Quelles sont les données pertinentes? Et sous quelle forme je vais les mettre pour pouvoir m'en resservir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Les pétroliers ont l'habitude de faire ça. Contrairement aux compagnies minières, ils gardent toutes leurs carottes. Et ils ont des stocks de carottes qui datent depuis très très longtemps. C'est une richesse incroyable. Donc on va avoir tout ça à gérer. Comment je gère toutes ces données? Et là, c'est du travail d'archiviste. Quand Total m'a posé la question, j'ai dit moi, je commencerai par aller voir ce que font les astronomes. Les astronomes, ils sont capables d'archiver des données depuis quasiment le Moyen-Âge. Depuis qu'on fait des observations avec un télescope, ils ont des plaques photographiques qui ont largement plus de 100 ans et ils les gardent toujours parce qu'ils savent que ça peut servir. C'est quasiment les meilleurs pour archiver les données. Et puis, il y a un nouveau truc qui est apparu. Alors, ça, c'est pas tout à fait nouveau, mais il y en a de plus en plus. Les normes, les régulations. On ne travaille plus que dans un cadre normé. Alors, ça, honnêtement, pour un universitaire, enseigner ça, c'est pas naturel. On déteste ce genre de truc. Donc, c'est pas très facile pour nous d'apprendre à des étudiants qu'il faut travailler de façon normée. On est vraiment à contre-emploi quand on essaye de faire ça. D'ailleurs, en général, on ne le fait pas. On fait faire par des gens qui savent vraiment. Alors, juste pour vous montrer, ça prend 10 secondes à faire. Sur un moteur de recherche, vous tapez LIDAR et mine. Voilà ce que vous obtenez. Pourquoi? Parce que vous avez une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'entreprises qui ont des applications d'utilisation du LIDAR dans l'industrie minière. Donc, par exemple, pour mesurer de façon extrêmement précise le volume de votre tas de stériles. Le travail du topographe de mine a quand même considérablement changé. Ou mesurer la morphologie parfaite de votre galerie de mine. Voilà, tout ça c'est nouveau. Alors, imaginez tout ce qu'il faut développer derrière pour utiliser ça. Voilà. Pareil, vous mettez géostatistique, ce qui n'était pas la partie, je dirais, la plus glamour du travail du projet minier, la géostatistique, c'est une espèce de secte, les géostatisticiens, c'est ceux qui avaient vaguement compris ce que ça voulait dire. Alors, c'est terminé, le problème est terminé. Vous avez de nouveau quelques dizaines de logiciels de géostatistique qui vous font ça très bien. Et c'est vraiment intéressant, parce qu'au lieu de vous embêter sur les calculs, par contre, vous pouvez passer le temps disponible à essayer de faire comprendre aux étudiants ce qu'il y a vraiment dans un variogramme, ce que c'est que vraiment le principe de stationnarité. C'est quand même des choses où on peut vraiment faire travailler son cerveau plutôt que s'embêter sur les calculs. Alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui est en train de changer dans la façon dont on doit former les géologues? Et là, je parle simplement des contenus, en quelque sorte. Alors, les concepts. Le concept, c'est simple, c'est essayer de faire comprendre à un étudiant ce que c'est qu'un site cristallin. Là, c'est un truc qu'il faut comprendre. Souvent, c'est binaire. Il a compris, il n'a pas compris. Voilà. Donc, OK, ça, on sait faire. Alors, ce qu'on a gagné beaucoup là-dessus, c'est qu'effectivement, on a moins besoin, non pas de mettre le problème en équation, parce que ça reste extrêmement pertinent, mais toute la manipulation
qu'on apprenait à faire pour pouvoir utiliser ces équations, honnêtement, c'est plus très très utile. Je vous garantis que faire passer cette idée-là aux collègues, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'ils ont l'impression, si on leur enlève ça, de les déposséder d'une partie de leur savoir-faire, et ils vivent, enfin, je dirais, ce qu'ont vécu des tas de travailleurs, où ils ont l'impression que leur savoir-faire est remplacé par une machine. Mais du coup, on peut quand même passer plus de temps à essayer de faire comprendre les concepts plutôt que les outils qu'on est obligé de tirer derrière. Alors, je vais passer tout de suite au troisième point. Dans ce qu'on peut enseigner, il y a les savoirs. Alors, les savoirs, c'est la biotite est un minéral de la famille des mica. Voilà. Il n'y a rien à comprendre. Il faut le savoir ou pas le savoir. Mais enfin, en tout cas, c'est juste du savoir pur. Honnêtement, de nouveau, ça a complètement changé. Si je demande à la salle la formule comme ça, brûle pour point de la bourdonnite, à part peut-être Yves qui sait ça par cœur, je pense qu'à la plupart d'entre vous, en une minute, il allume son smartphone, il regarde bourdonnite et Wikipédia lui donne la réponse tout de suite. Donc il y a énormément de savoir comme ça dont on a un peu moins besoin d'encombrer, avec lequel on encombre un peu moins le cerveau des étudiants. Et puis si vous n'êtes pas connecté, il y a de moins en moins d'endroits non connectés, vous pouvez l'avoir sur une clé USB. Enfin voilà, vous avez une quantité d'informations qui est disponible. Donc ça change un petit peu. Ce qui change le plus, c'est les techniques. Et ça, c'est pas si facile que ça. Alors tout change, évidemment, il y a des ordinateurs partout, on fait tout avec des ordinateurs. Et puis, Michel l'a montré, il y a tous les instruments sur le terrain. On ne peut pas imaginer former un géologue maintenant sans qu'il ait un jour manipulé un pistolet fluo X pour travailler sur le terrain. Sauf que ça coûte un petit peu cher, ce genre d'instrument, donc on ne peut pas facilement en mettre partout. Mais ça change de façon dramatique. Donc tous les instruments qu'il y a sur le terrain, tous les ordinateurs, les ordinateurs qui vont sur le terrain. Mes collègues de géologie numérique sont en train de travailler sur une application Android pour pouvoir faire tourner leur géomodelaire sur un smartphone. Ça commence à être... Et puis alors, du coup, il y a une compétence qui est devenue extrêmement importante, c'est être capable d'apprendre très vite à se servir d'un logiciel complexe. Et ça, c'est devenu important, et il n'y a qu'une façon de l'apprendre. Il n'y a pas de théorie là-dessus. Un jour, il y en aura peut-être, mais il n'y a pas de théorie. Il faut en faire. Et ça, c'est compliqué, ça peut être difficile. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il faut les avoir, ces logiciels. La plupart du temps, c'est des logiciels professionnels. Ça coûte une petite fortune. Et donc, si vous voulez les avoir, la seule solution, vous ne pouvez pas vous les acheter de toute façon, c'est d'avoir des bonnes relations avec les entreprises qui produisent ces logiciels. En général, ils sont assez ouverts d'esprit pour qu'ils vous les mettent à disposition gratuitement. Alors, on a fait une petite estimation à l'école du montant que représentaient les logiciels qui nous sont généreusement mis à disposition par quelques-uns de nos partenaires. Ça représente un petit peu moins de 20 millions de dollars par an. Voilà. Alors, je vois Elisabeth qui commence à s'inquiéter. J'ai essayé de demander aussi au comptable de l'université comment il mettait ça dans son budget, et il ne sait pas faire. Voilà. Donc ça, simplement sur le contenu, sur les méthodes, c'est autre chose. Sur le contenu, voilà tout ce qu'on est obligé de changer. Alors, ce qui est intéressant dans la nature et l'évolution de tout ça, c'est de se rendre compte que le géologue ne réfléchit pas comme les autres. Alors, il réfléchit comme d'autres personnes, comme d'autres scientifiques, mais par rapport à un ingénieur normal qui travaille dans l'industrie minière, il ne réfléchit pas du tout comme un autre. D'abord parce qu'en gros, son objet d'étude, il le subit. Il ne l'a jamais fabriqué. Quand vous avez une locomotive, vous l'avez fabriquée. Voilà. Ou il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Vous connaissez toute cette locomotive. Vous pouvez trouver les plans, puis s'il n'y a pas les plans, vous pouvez tout démonter. Voilà. Le géologue ne peut pas faire ça. Il travaille avec des indices discontinus, partiels, il a de plus en plus de données, de nature extrêmement variée, et la seule façon qu'il a de résoudre son problème, c'est d'intégrer tout ça, et ça, c'est une façon de raisonner qui est relativement atypique. Le géologue a aussi l'habitude de travailler sur des échelles de temps très longues et très diverses à la fois. Le géologue sait
que des contraintes peuvent s'accumuler sur des dizaines, des centaines, des milliers d'années, se relâcher en une seule fois pour faire un grand séisme. Il a l'habitude de travailler avec ce genre de choses. Alors la surveillance d'un site sur 10 ans, 20 ans, 100 ans, ça lui semble quasiment le b.a.-ba de ce qu'il faut faire. Voilà, il n'a pas ce genre de problème. Il sait aussi que ce qui se passe au début, juste après la mine, ce qui se passe pendant 5 ans, ce ne sera pas forcément la même chose de ce qui va se passer pendant 50 ans et ce qui va se passer dans 100 ans. Peut-être que dans 100 ans, les problèmes environnementaux seront complètement différents. Peut-être aussi graves, mais complètement différents. Donc ça, il a l'habitude de faire ça. Sur les échelles d'âge, évidemment, les échelles de distance, c'est exactement le même problème. On a l'habitude de raisonner simultanément sur le site cristallin et sur la chaîne de montagne. Ça ne pose pas de problème. Et puis, il se rappelle de quelque chose de très important. Alors, on en a parlé hier dans le recyclage, c'est que les objets ont une histoire. Et que l'histoire qui a précédé le moment où on utilise l'objet influence son comportement. Et on a dit ça hier sur le recyclage. Quand on recycle plusieurs fois un métal, ce n'est pas tout à fait le même métal qu'au départ. Alors là, je vous donne un exemple. Alors ça, c'est un logiciel qui simule l'aérage dans une mine. Donc c'est une mine, ça simule l'aérage. Moi, j'y connais rien en aérage. Mes connaissances en mécanique de fluide sont relativement rustiques. Et je dirais qu'en plus, alors l'aérolique, on n'a jamais appris ça. Mais si, finalement, le logiciel traite le système d'équation, le problème correctement, sur un objet comme ça, moi, je sais réfléchir. Parce que c'est un objet complexe, en 3 dimensions. Je vois assez vite la logique qui se dégage. Alors évidemment, il y a un truc très simple, c'est plus on est proche de la surface, visiblement meilleure est l'aération. Ça semble relativement logique, c'est rassurant que le logiciel donne ça. Et surtout, une fois que j'ai ça, je vois que je peux jouer avec ça. Ça veut dire que je peux, et ça c'est une transformation dans notre façon de réagir, je peux jouer à rajouter des galeries, par exemple. Je pense que je peux rajouter quelques pompes, et puis je vais voir ce qui se passe. Et je vais fonctionner, comme font d'ailleurs beaucoup nos étudiants maintenant, en essai et erreur, au lieu de fonctionner en analytique, en allant de A à B. Alors finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer nos étudiants à ça ? Eh bien, comme l'a dit très bien Michel, il faut élargir considérablement leur spectre. On a moins besoin de spécialistes. On aura quelques spécialistes, mais les problèmes difficiles sont déjà quand même bien traités par l'ordinateur. Donc on a besoin de beaucoup moins de spécialistes. Il faut s'occuper de problèmes beaucoup plus vastes. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas la mine qui est le projet. L'objet d'étude n'est pas la mine, c'est le projet minier dans son ensemble. C'est ça qui est intéressant à traiter. Et le résultat, et ça c'est quand même quelque chose qui commence à passer dans la tête des gens, c'est qu'il faut que la mine s'adapte à son environnement et pas le contraire. Et c'est ça qu'on doit apprendre à nos étudiants si on veut les préparer. Je vous remercie.